Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Zone Bourse. Aujourd'hui on va parler de saisonnalité et je dois avouer que j'ai jamais vraiment trop cru à ces histoires de saisonnalité en bourse. Les saisonnalités, ce sont tous ces mythes en finance liés aux périodes de l'année, comme quand on parle de rallye de fin d'année, c'est-à-dire une hausse de la bourse en général les dernières semaines de décembre, ou bien cette autre croyance selon laquelle le mois de janvier donnerait le sens du marché pour l'année, c'est-à-dire que si le mois de janvier est en hausse, alors l'année sera en hausse, et puis inversement, si le mois de janvier est en baisse, alors l'année sera en baisse. Et bien sûr, le fameux dicton Sell in May and go away, c'est-à-dire vendez en mai et puis partez en vacances. Et comme chaque année au mois de mai, les articles fleurissent sur le sujet. D'ailleurs, il y a Tommy qui vient d'en publier un sur le site Zone Bourse. Et de mon côté, je suis tombé sur une étude d'Albert Bridge Capital qui montre, j'allais dire à nouveau, que les performances des mois d'octobre à avril sont meilleures que les performances de mai à septembre. Et c'est vrai que cet article-là, il m'a un peu embêté. Et pourquoi il m'a embêté ? Parce que l'étude montrait que le proverbe « Sell in May and go away » était juste, mais surtout qu'il était juste à un niveau hallucinant. C'est-à-dire que si vous aviez investi sur la bourse américaine de 1940 à 2022, alors on est d'accord, personne ne peut rester investi 82 ans, mais bon, l'étude portait sur cette période-là. Donc si vous étiez investi uniquement de mai à septembre chaque année, vous auriez eu une hausse de 658%, mais si vous étiez investi d'octobre à avril, vous auriez eu une performance de 95 000%. Je le répète parce que c'est assez choquant. Période, on va dire, d'été, de mai à septembre, 658%, et de l'autre côté, 95 000%. Alors ce sont ces chiffres-là qui m'ont choqué. En fait, si on regarde la performance annualisée, on est à 3,1% dans un cas et à 9,4% dans l'autre. Et en fait, c'est avec la magie des intérêts composés qu'on se retrouve après 82 ans avec des différences assez incroyables. Et ça m'a quand même perturbé de voir une anomalie de marché pareille, parce que ça fait 25 ans maintenant que j'investis en bourse, 25 ans que j'entends ce proverbe Sell in May and go away en pensant que ça vaut rien. Et puis là, je me retrouve avec une étude qui me dit qu'on gagne 3% en gros d'un côté et puis plus de 9% de l'autre. Donc ça m'a quand même fait réfléchir. Donc plutôt que de crier au complot, je me suis mis au boulot, j'ai téléchargé les données boursières américaines depuis 1871 et puis j'ai joué avec dans Excel. Alors bien sûr, au départ, je n'ai utilisé que les données depuis 1940 pour être aligné avec l'étude que je venais de lire. Donc j'ai fait deux portefeuilles, l'un qui n'investit que de mai à septembre et l'autre qui n'investit que d'octobre à avril, chaque année depuis 1940. J'ai inclus les dividendes, mais j'ai quand même pris un raccourci. Alors je ne sais pas eux ce qu'ils avaient fait, c'est que je n'ai pas considéré que l'argent était placé auto-monétaire quand il dormait donc l'hiver pour une des stratégies et puis l'été pour l'autre. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, les taux monétaires sont quasi à zéro, mais vous le savez, dans les années 70-80, c'était très élevé, donc ça peut quand même peut-être faire une différence. Mais bon, j'ai pas voulu m'embêter parce que mon but, c'est vraiment de comparer deux portefeuilles. C'est pas pour savoir si la stratégie est gagnante à long terme. Je sais que les deux stratégies sont gagnantes, mais mon intérêt, c'est de les comparer. Donc, c'est pas grave si je ne valorise pas les montants placés en trésorerie. Donc je me suis retrouvé avec deux courbes. Alors les deux courbes sont en pointillés puisque chaque portefeuille est investi par petits bouts. En fait, dans une des stratégies, il est investi 5 mois par an et dans l'autre stratégie, il est investi 7 mois par an. Donc je me retrouve avec ces deux courbes en pointillés. Alors je vous le dis tout de suite, je ne trouve pas les mêmes chiffres que l'étude. Pour la période de mai à septembre, eux, je vous le disais, on trouvait 3%, moi je trouve 3,4%, et pour la partie d'hiver, d'octobre à avril, je trouve 7,8% contre 9,4% dans l'étude. Vous pouvez vous dire que finalement, l'effet sell in May, le fait que la période d'été est moins bonne que la période d'hiver, elle est toujours là, et ce qui est vrai, mais quand même, la différence est importante, et même très importante. Dès qu'on commence à cumuler sur quelques années, avoir 7,8% d'un côté ou 9,4%, c'est pas vraiment dans sur la même échelle. En fait, très rapidement, on se retrouve avec des portefeuilles qui divergent énormément. Alors, j'ai des doutes sur mes données, parce que je me suis un peu emmêlé les pinceaux, notamment sur les dividendes, etc. J'ai fait plusieurs erreurs en fait avant de trouver sur des chiffres que je pense être corrects, et j'ai aussi un gros doute sur leur étude, notamment parce que la méthodologie n'est pas claire du tout. Je me suis trompé, peut-être que eux se sont trompés. Voilà, je suis resté quand même un petit peu frustré, même si déjà sur cette première analyse, on voit que le dicton a l'air assez juste. Parce que même en regardant mes calculs, on obtient 1400% d'un côté, pour la période d'été, on va dire, contre 48 800% pour l'autre. Donc la différence diminue, mais reste quand même assez impressionnante. Alors une première remarque quand même, c'est qu'il
Ici, on a une stratégie qui reste investie 5 mois dans l'année et une autre stratégie qui reste investie 7 mois dans l'année. Or, on constate, enfin j'ai constaté, eux ont constaté, tout le monde constate que historiquement, tous les mois de l'année ont une moyenne positive. Donc forcément, une stratégie qui investit 5 mois contre une stratégie qui investit 7 mois va forcément, si vous faites un prorata, avoir une performance qui est moindre. Donc ça explique une partie des différences de rendement, mais ça n'explique pas tout. Donc encore, sur mes études depuis 1940, tout comme ceux de cette étude d'Albert Bridge Capital, on obtient un effet été qui est négatif sur les marchés. Je dis été au sens large pour pas à chaque fois m'emmêler les pinceaux avec les mois. Donc oui, la période d'été est moins bonne que la période d'hiver. Mais je suis resté quand même un petit peu frustré de ne pas retomber sur les chiffres de l'étude. Je me dis que potentiellement moi j'ai fait des erreurs, eux aussi, donc j'avais un petit doute. Donc j'ai recherché d'autres études et j'ai trouvé une étude qui mettait vraiment une méthodologie extrêmement claire, qui expliquait exactement comment ils avaient fait, ce qu'ils avaient pris en compte. Donc ils expliquent qu'ils ont pris en compte les dividendes, ils ont pris en compte donc, le cash qui dormait sur le compte. Donc cette fois-ci, ils ont pris 2 périodes de 6 mois. Donc on élimine cet effet investissement 5 mois contre investissement 7 mois. Ils ont pris en compte les frais de transaction. C'est une étude, on voit tout de suite qu'elle est beaucoup plus sérieuse que l'étude précédente. Donc je me suis dit, voilà, ça c'est une bonne base. On peut déjà partir du principe que cette étude est partie sur des bons chiffres. C'est l'étude, je ne vous l'ai pas encore dit, de CXO Capital, qui part cette fois-ci de 1871, donc ça tombe bien, j'ai les mêmes données qu'eux. Donc je suis aussi reparti cette fois-ci de 1871 pour voir est-ce que à très 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 long terme, cet effet de vendre ces titres en mai est vraiment efficace. Donc je suis reparti dans mes calculs sur Excel, j'ai à nouveau fait ces 2 courbes en pointillé, mais cette fois-ci en utilisant des périodes de 6 mois, donc il y a une période de mai jusqu'à octobre, et puis une autre période de novembre jusqu'à avril. Et ouf, hurrah, je tombe sur des résultats qui sont assez proches des leurs. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'eux ont fait les résultats en prenant, comme je vous le disais, un peu toutes les données, frais de transaction, dividendes, cash, etc. Et là où ils sont top, c'est qu'ils publient aussi les résultats en enlevant s'ils ne tiennent pas compte des dividendes, s'ils ne tiennent pas compte du cash, des frais de transaction, etc. Et moi, justement, je tiens compte des dividendes, mais pas du cash, pas des frais de transaction. Donc, je peux voir ce qu'ils ont trouvé et je tombe sur des données qui sont très proches des leurs. C'est-à-dire que je tombe sur un rendement de 3,5% pour la période d'été, mai-octobre, et 5,5% pour la période d'hiver, novembre-avril. Et là, c'est assez clair, on a vraiment une anomalie de marché, et je sais que vous pouvez vous dire que 3,5 contre 5,5, voilà, c'est important, mais c'est pas non plus monstrueux, mais ces 2 points de différence entre 3,5 et 5,5, si vous le cumulez sur 5 ans, 10 ans, ça donne vraiment des résultats très 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 différents. Alors moi j'ai retenu, on va dire 4 leçons de ces études. La première leçon, c'est pas que l'effet sell in May and go away est juste. Avant ça, ma première leçon, c'est vraiment qu'il faut faire très attention en manipulant des données sur d'aussi longues périodes avec autant d'hypothèses. Je pense que mes chiffres, ils sont plutôt justes, mais je pense que j'ai peut-être encore quelques anomalies, quelques petites erreurs qui s'y sont glissées. Je pense qu'il y a certaines études qui sont mal faites avec une mauvaise méthodologie, potentiellement de mauvaises données. Donc ma première remarque, c'est attention quand on manipule des données sur des durées aussi longues. Deuxième remarque, c'est attention justement sur les durées. Quand on est sur des durées aussi longues, on se retrouve vite à tirer des conclusions sur 150 ans, dans le cas d'une étude qui porte depuis 1871, ou bien sur 80 ans avec des études qui démarrent en 1940. Il faut se méfier parce que peut-être qu'il y a eu un énorme effet sell in May and go away dans les années 50-60 qui n'est plus du tout valide depuis 20 ans, mais qui se traîne en fait dans ces études parce qu'à un moment il y a une surperformance entre les deux types de portefeuilles qui n'est jamais réduite. Donc voilà, mes 2 premières constatations, c'est soyons prudents. La troisième, évidemment, c'est qu'il y a une anomalie de marché. Il y a un effet, alors c'est pas forcément sell in May, c'est un effet été globalement. En été, les performances sont moins bonnes qu'en hiver. Ça se retrouve en fait dans un peu toutes les études. Et le 4e point, et c'est peut-être le plus important, c'est que oui, cet effet existe, mais on ne peut pas en profiter. En fait, on n'a pas vraiment intérêt à en profiter. Pourquoi ? Parce que, comme je vous le disais, tous les mois de l'année sont positifs.
En moyenne, bien sûr, en moyenne. Donc, il n'y a pas d'effet où les mois de mai, en moyenne, sont négatifs. Si c'était le cas, si on avait vraiment un effet mois de mai, mois de juin, ou je crois que c'est le cas dans l'article de Tommy, un mois d'août, si on avait vraiment un effet sur un mois ou 2 mois identifiés, ce qu'on pourrait faire, c'est sortir du marché pendant cette période-là, voire même, potentiellement, pour les plus aguerris, vendre à découvert le marché pendant cette période-là, et on pourrait booster le rendement. Or, ce n'est pas le cas, parce qu'on a un rendement en moyenne de 5,5% en été, de 3,5% en été, 5,5% en hiver, mais le meilleur rendement de tous, c'est celui sur l'année qui va être de plus de 7%. Et ce rendement-là, en fait, il est imbattable, c'est-à-dire qu'il est bien plus intéressant d'être investi à la fois dans la bonne période et dans la mauvaise période, qui rapporte quand même de l'argent, plutôt que de sortir du marché à une période donnée. Voilà donc pour ce fameux effet sell in May and go away, on va dire plutôt un effet été, l'été serait à éviter. Donc oui, c'est un effet qui existe, mais non, l'été n'est pas à éviter parce que ça reste malgré tout des périodes gagnantes à long terme. Donc c'est une saisonnalité qui existe, mais dont on ne peut pas profiter. Voilà, dites-moi ce que vous pensez, vous, des saisonnalités. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez observé des choses qui sont dépendantes. Ça peut être des heures, des jours, des semaines, des mois ou bien des années. Et puis, je verrai si je peux éventuellement tester ça. En tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.